Assois pas, hein. Moi, j'ai eu la chance de choisir la fin de ma carrière. Alors, elle est arrivée sur une blessure, mais maintenant, avec le recul, je trouve que c'est une belle fin parce que les gens, à ce moment-là, me l'ont rendu spontanément. Et aujourd'hui, le rugby, ça a été ma vie, c'est ma vie. Donc, je savais que de toute manière, j'allais y revenir à un moment ou à un autre. Et le FCG m'a donné la possibilité aujourd'hui de revenir intervenir une fois par semaine sur le jeu au pied. C'est un travail qui est spécifique et qui est aussi individualisé parce que les buteurs aujourd'hui avec lesquels je travaille ont tous 85% de réussite pour la plupart. Donc d'aller chercher les 15% restants, c'est toujours plus compliqué que de partir avec quelqu'un qui n'a jamais tapé pour l'amener à 20 ou 30% de réussite. Aujourd'hui, le rôle du buteur, il y a plusieurs composantes. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect mental, il y a comment on agit face à la pression forcément, mais aussi à la fatigue. On peut prendre un choc juste avant une tentative de but. Donc c'est de travailler aussi là-dessus, de les mettre un petit peu en difficulté, sous contrainte. Par contre, je sais qu'un joueur de rugby, pour qu'il soit bien, il y a aussi une notion de plaisir, il y a une notion de confident, de pouvoir parler à quelqu'un qui n'agit pas sur la composition, parce qu'on peut être rancunier par moment, on peut en avoir à la casquette par moment, et c'est aussi important de pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît ce quotidien. Il y a un vecteur commun qui est le travail, je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas passer outre, même si on a du talent, même si on a des qualités naturelles. Et après, c'est celui qui arrive à faire le maillage entre la technique et l'aspect mental. Celui qui arrive à faire abstraction de l'environnement, de ce qui se passe lui au niveau intrinsèque, de sa fatigue, de peut-être qu'il a fait 2 ans avant, juste avant, et de se reconcentrer sur ces basiques techniques qu'il maîtrise, c'est celui-là qui fait la différence. Aujourd'hui, le FCG, c'est aussi ma vie, ça a été ma vie. Donc il y a l'affect qui joue et de pouvoir donner un coup de main à mon club et de pouvoir participer un petit peu à cette aventure. Et devenir coach, je pense que ça fait partie de moi aussi, c'est une envie de transmettre et de... Voilà, après je reviens à condition que ça serve à quelque chose et qu'on trouve ça pertinent. Je pense qu'il y a des bons joueurs qui ne font pas forcément des bons entraîneurs. Voilà, après c'est pas à moi de l'évaluer, mais en tout cas c'est les deux qui m'ont fait accepter de revenir donner un coup de main. The kind of live in-game stats with the coaches, cutting the game as it happens, making sure the coaches are getting good information during the match to make changes that need to happen. During the game, it's more we're giving information. We don't necessarily say all the prep is done during the week, so we're not in the game looking for new things. We're looking for what has been seen and reinforcing that message with the coaches, with the staff. It's definitely the best part of the role. The game day, that's why we do it. But it's nice to, you know, when you sit next to former international players and hearing their thoughts on the game and learning, it's really interesting, and it validates your role when you give them information and they take it and use it. It makes the week of prep kind of worth it. Yeah. No, he's very calm, very calm.
yeah, every coach is different. You have some coaches that are not calm at all, but Stefan typically is very, very calm. Yeah, he's chilled. Yeah, just calmer than me during the games, calmer than Luke. When you're on the pitch, on your pitch side, sometimes you can't see a lot. If you have a laptop in front of you and you have 2 angles, you can rewind, you can watch something again, you can have the stats live. You know, you've got so much more almost control. You can see a lot more. You lose the perception of distance when you're on the pitch. You can't see the gaps between players. You can't see the depth of the attack. So it's all about perception. A lot of head coaches love to be on the sidelines. It just depends on the person, but most director of rugby's, most managers would be sitting in the tribune, in the stands. All of the international kind of guys all sit in the stands, like Joe Schmidt, Warren Gatland, etc. It's important to review like all of your trainings, because before a game you'll have you'll say, okay, like their 13 will shoot up, or their winger does this, and if we don't like review training, we won't see if we're actually doing what we want to do in the game. So it's important to video that. And then obviously with like scrums, technical kind of stuff, where guys like the props, for example, like don't get much feedback unless they get the video. They won't or we have kind of like the line out especially as well. So you have so many different formations, so many different moves that you need to review. And when you're so close to the action, as I said, you miss things. So we film everything with 2 angles, so it's always with a drone and the camera in the stands. It's important for everything that we film is put on Huddle, which is our cloud for the players to watch afterwards. So if a player wants to see an action, he can see in detail how his pass was, and you can see on the drone, was it the right option? You can't necessarily see that on the tight, and vice versa. You can't see the detail on the drone. So it's important that everything's filmed from 2 angles. It's becoming the norm now, isn't it? Everything now is filmed with a drone. Every club has an analyst, 2 analysts. Every club's got 2 drones. You know, it's kind of sort of the biggest change would be the now using the drones. You know, training's kind of always been filmed. It's always been filmed from the stands, and now with drones becoming cheaper, more accessible, it's kind of become the thing that we use the most. And that's been the biggest change, is the technology. But GPS, for example, has been brought in, so players know if they're reaching their targets. So this is a GPS receiver. So the boys have a GPS in the back of their bib or in their jersey. Okay. And so it just pretty much collects the
Live collects the data from the GPS units, and then we obviously connect it to our laptop, and whereby we get all the metrics. So generally we're looking at total distance covered, high-speed meters, very high-speed meters, meters per minute, and then we can obviously judge the load that the boys have been put through on the pitch, and also just manage them a little bit. We have weekly targets that we look to achieve within those metrics, so it just allows us to manage the boys a little bit better throughout the week. The different software for cutting and reviewing games and stuff. You don't have to just use like iMovie or one of those to watch the whole QuickTime, like watch the whole game and scroll back. You can kind of do fast forward, reverse. And it's kind of. It's all about because there's so much volume. It's all about cutting out. You know, when the coaches are speaking to the players, they don't want to see that afterwards. So it's maximising efficiency for the review. I love it. Growing up in Wales, it's more like home than the beaches in Australia where I was before. I'm not a very good swimmer, so I'm not a very good skier either. Yeah, I'm not really a great sportsman. That's why you became. That's why I became an analyst. Yeah, I prefer to watch sport than play sport. But no, I do. I love Grenoble. It's nice. It's a nice place. Yeah. When I came here, I arrived from Australia. I landed in November. It was summer in Australia. I landed here, and I was like, didn't speak a word of French. And I was like, oh, I can't do this. But no, it's grown on me a lot. I like it here now. It's much better. I experienced summer here, which was hot, which was good. So, so yeah, the best of both worlds with the hot summers and being able to snowboard or ski in the winter. So it's pretty cool. I think it's always important to feel at home wherever you go. So I know when I arrived, I had Andrew Farley. He was club captain for a long time, and he was a massive help in settling me into Grenoble. The same with Duncan Casey last year. Played here. So yeah, I think it's important to have people to communicate with wherever you go, especially at first, for the first few months until you're set up. After that, it becomes easier. Allez, plus vert, on élargit au plus vert. Allez, plus vite, c'est trop lent. La préparation physique, c'est la gestion du processus d'entraînement des joueurs pour les emmener à leur meilleur niveau physique sur le match qui nous attend le week-end, mais aussi sur toute la saison. Donc physiquement, c'est-à-dire au niveau du foncier, du cardio, au niveau de la vitesse, au niveau de la force, mais aussi au niveau de la prévention des blessures. Donc ça, c'est aussi une des facettes où on a un petit peu de chance au FCG, c'est qu'on est 4 préparateurs physiques sur le staff pro, que les 4 préparateurs physiques ont des spécialités un petit peu fines. C'est-à-dire qu'on a Pat qui s'occupe de la musculation, qui recroise un petit peu ma spécialité à moi, qui est l'entraînement de la vitesse, mais plus typé sprint. Il y a Rob qui s'occupe des blessés, donc plus spécifiquement des blessés. Après, bien sûr qu'il intervient aussi sur le reste du groupe, mais et on a Jonathan, donc Jono Ward, qui vient d'Australie, des Reds du Queensland, qui lui a la spécificité de s'occuper de la préhab, c'est-à-dire tous les petits protocoles qu'on va mettre en place pour prévenir l'apparition des blessures chez les joueurs. En fait, le but, c'est de flirter avec les limites sans jamais les franchir. Et ça, pendant 50 semaines. Donc la problématique, c'est avoir chaque week-end des joueurs au maximum de leur capacité physique, et ça sur 30 matchs en Pro D2, même plus si tu fais les phases finales.
Après, on échange pas mal hein, entre prépa, on regarde ce qui se fait dans les autres sports, on regarde ce qui se fait dans les autres pays. Mais en fait, on est rentré dans une logique un peu scientifique, tu vois. On n'est plus là à se dire, bon bah voilà, ce qui se fait c'est ça, je le fais, et je me soucie pas de l'impact que ça a sur les joueurs. Mais je me rends vraiment compte que ça fait, je sais pas, 7-8 ans qu'on bosse avec des GPS, des trucs de haute technologie, et qu'en fait, on commence seulement à comprendre un petit peu l'intérêt du truc, quoi, et la puissance du truc, comment tu peux l'utiliser pour que ton entraînement il soit plus performant. Donc ça fait seulement quelques saisons là où on commence à optimiser le truc, et sincèrement ces nouvelles technologies, elles aident vraiment à ça, elles aident vraiment à comprendre ce qui est une séquence à haute intensité sur un match de haut niveau, ce qui est une action à haute vitesse sur un match de haut niveau, et des petites subtilités mais qui pour un préparateur physique font une grande différence quand tu fais tes choix de contenu. Nous on a la chance, enfin pour moi c'est une chance, c'est qu'on fait pas la feuille de match. Nous, jamais on influera sur qui va jouer le week-end. Et du coup ça, les joueurs, ça te permet d'avoir une relation différente avec eux. Parce qu'ils savent que ils peuvent un peu se confier. S'il y a un truc qui va pas, ils vont jamais aller voir le coach et lui dire « Putain, j'ai un problème à ce niveau-là ». Parce que le coach, s'il sait qu'il a le mec il a un problème, peut-être que ça peut jouer sur sa décision de le mettre sur la feuille de match ou pas. Nous, on n'a pas ce rôle-là. Donc, ça casse un peu des barrières. Et c'est vrai que si tu es prépa physique, tu dois aimer aussi ce côté-là. Ce côté humain avec le joueur, et si tu l'oublies, ça ne fonctionnera jamais. Donc nous, on croise les données subjectives du joueur, ce qu'il ressent, avec les données objectives. Voilà, il a des tests physiques en chute libre. On voit qu'il y a plein de données qui nous font comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il faut le prendre en compte. Il est fatigué, il a enchaîné trop de matchs. Donc là, bien sûr que je vais aller discuter avec le coach et lui dire, bon, lui, si on continue, on va avoir un problème, il va finir par se blesser. Mais c'est plus si le joueur me dit, bon bah voilà, à la maison ça va pas, je dors pas la nuit, parce que si, parce que ça, mon gamin il pleure toute la nuit, je vais pas aller voir le coach et dire, ouais, lui, son gamin il pleure, enfin tu vois, je vais pas parler de choses privées. C'est juste que moi ça va me permettre de mettre une pièce de plus au puzzle pour comprendre le système du joueur, pour comprendre comment il évolue, pourquoi il est fatigué, qu'est-ce qui se passe. Ouais, t'es vraiment un vendu, non? On peut le dire. On peut le dire. T'as aucune. T'as peur de rien, quoi. Lyon, Coco. Ouais, ben moi ce que je vois déjà, c'est que le poids des packs il diminue. Il y a un moment, c'était la course à l'armement, il fallait que ton pack il fasse 950 kg, sinon t'existais pas. Aujourd'hui, si tu regardes les packs sur la Coupe du Monde, les mecs, il y en a très peu qui dépassent les 900 kg. Et même les Sudaf, qui apparemment c'est des monstres, ils sont à 870, un truc comme ça. Mais en fait, c'est que les mecs, le but c'est pas d'être le plus lourd possible maintenant. C'est oui d'avoir de la masse, mais d'être capable de déplacer ta masse. Et déplacer ta masse pendant 80 minutes. Donc déplacer ta masse pour être puissant à l'impact, mettre ton équipe dans l'avancée, mais aussi que le mouvement général de ton équipe, tout le monde soit capable de tenir une intensité pour être sur les zones d'affrontement avant les autres, replacer en défense avant les autres, être au soutien avant les autres. Enfin, c'est tout des petits détails qui, si tu as 10 kg de plus que ton vis-à-vis, ouais, sur un impact ou deux, il va te faire mal. Mais à la longue, quand on va répéter les efforts, lui il va chuter, toi tu vas te maintenir. Et en fait, ça crée des espaces, ça ouvre des portes, ça crée des opportunités. Et en fait, les mecs trop lourds dans ce rugby, ils sont moins performants que les mecs un peu moins lourds. Je te dis pas qu'on va jouer qu'avec des sauterelles, hein. Mais on est en train de changer un petit peu le profil du joueur type et on l'oriente un peu plus vers la vitesse, la puissance que seulement la force et le poids. Je
Bah là, Ange par exemple, c'est un super exemple parce que ouais, il est moins lourd que les autres arrières de Pro D2, mais en fait, par rapport à ce qu'il a besoin de faire sur le terrain, il va plus vite que les autres. Il a plus d'appui que les autres, plus d'accélération que les autres, et en fait, par rapport à son boulot qu'il a à faire, bah ça le rend performant. Beaucoup de journées où on finit et on s'est dit, on s'est régalé aujourd'hui, c'est énorme. Quand tu vois les perfs de tes gars qui sont en hausse, on a essayé des stratégies et ça a l'air de fonctionner, tu vois. Donc là c'est une vraie satisfaction. Après, souvent c'est éphémère. Dans ce boulot, il faut toujours te remettre en question, toujours garder les pieds sur terre et te dire bon, là on vient de finir le bloc de 4, ça a bien marché, mais ça se trouve si je fais copier-coller sur le bloc suivant, ça va pas du tout marcher. Donc tu vois, c'est aussi une satisfaction de toujours se remettre en question, se réadapter à la situation, trouver les solutions que tu penses les plus adéquates pour répondre aux problèmes du moment, tu vois. Même si bon, le rugby, ouais, c'est complexe, hein. Tu peux être nickel physiquement, tu peux... c'est pas des stats malheureusement, tu vois. Tu mets tous les plus rapides dans la même équipe, tu vas perdre. Tu vois, c'est un sport complexe, c'est plein de paramètres qui rentrent les uns dans les autres. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport.